Merci Denise. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Christian Cormier. Je suis avocat ici à Edmonton. Je pratique en droit de la famille, en droit commercial. Et je vous remercie de vous être inscrit pour ce webinaire sur le droit de la famille. On a beaucoup de choses à traiter aujourd'hui. On a environ 90 minutes. Et comme Denise le disait, je serai disponible après la présentation pour répondre à vos questions. Donc, avant de débuter, je dois quand même vous informer que toute l'information que je vais partager avec vous aujourd'hui, elle est à titre d'information uniquement. Ce ne sont pas des conseils juridiques et je vous exhorte, je vous encourage fortement à toujours consulter un avocat pour toute question juridique. Donc, sans plus tarder, les sujets qu'on va aborder ensemble aujourd'hui sont assez nombreux. Le premier volet de la présentation, ce sera le droit de la famille dans le contexte de la COVID-19. Ensuite, on parlera de mariage et de relations adultes interdépendantes, ou ce qu'on appelle plus communément les conjoints de fait. On parlera ensuite de séparation et de divorce. On abordera aussi les ententes parentales, suivi des pensions alimentaires, et enfin, on va terminer avec le partage des biens. Alors, les objectifs de ce webinaire, c'est de familiariser les participants avec différentes notions de base en droit de la famille, y compris les époux, les conjoints de fait, les différentes lois applicables, l'intérêt de l'enfant et enfin les aspects financiers du droit de la famille. Donc, COVID-19 et le droit de la famille. Comme vous le savez tous, le COVID-19 a énormément d'impact sur notre quotidien, mais particulièrement en droit de la famille. Et comme vous le savez tous aussi également, sans doute, suite à la COVID-19, l'accès aux tribunaux en ce moment est très, très limité. Il y a un triage quotidien des demandes et les tribunaux actuellement n'entendent qu'un certain nombre de demandes. Et les demandes que les tribunaux vont entendre en ce moment, ce sont des demandes qui ont trait à la violence, généralement, la violence familiale, lorsqu'il y a un risque de violence ou un risque de faire mal à un conjoint ou un enfant. Également, lorsqu'il y a des ordonnances de protection d'urgence, ou ce qu'on appelle en anglais le EPO, Emergency Protection Order. S'il y a un risque d'enlèvement d'un enfant, un enfant qui serait enlevé ici en Alberta et qui serait potentiellement déplacé dans une autre province ou un autre pays. Et enfin, lorsqu'il y a un droit de garde, un droit de visite ou une communication avec un enfant qui ne peut pas être raisonnablement retardé. Donc, ce sont que ce type de demandes que les tribunaux présentement sont en mesure d'entendre. Il est également important de savoir que si on veut demander une modification ou une suspension d'une ordonnance relative à la garde des enfants, que les tribunaux ne considèrent pas que COVID-19 change quoi que ce soit aux droits ou aux obligations des parents. Alors qu'on parle des modalités de l'entente parentale ou d'une ordonnance de garde, ou qu'on parle des obligations financières des parents, eh bien, la COVID-19 ne change absolument rien à vos droits et obligations. Les tribunaux seront potentiellement prêts à modifier ou suspendre une ordonnance modificative, une ordonnance de garde, donc de vous accorder une ordonnance modificative seulement s'il y a un risque réel pour la santé de l'enfant. Donc, ce que ça veut dire, dans les faits,
c'est que le parent qui voudrait modifier la garde en estimant que l'autre parent pose un risque à la santé de l'enfant, eh bien, ce parent qui veut faire la demande de modification, de suspension de la garde d'enfant, devra démontrer qu'il y a un risque réel. Donc, ça ne peut pas simplement être une hypothèse, une crainte. Il faut que le parent puisse démontrer que la condition de santé, par exemple, de ce parent ou son comportement pose un risque réel. C'est que dans ce cas-là, dans ces situations, que les tribunaux pourraient, par exemple, suspendre un droit de visite. Mais s'ils le font, ce sera aussi de manière provisoire. Donc, ce sera que pour la durée de la mise en quarantaine, par exemple. Donc, pour 2 semaines, 14 jours. Et donc, pas de manière indéfinie. Donc, c'est très important de réaliser que la COVID-19 ne change rien et que c'est que dans des situations exceptionnelles que les tribunaux pourraient accepter de modifier ou de suspendre la garde de l'enfant, par exemple. Maintenant, je voudrais aborder un problème qui touche certaines familles, celui de la violence conjugale, qui peut revêtre différentes formes. Hein. La violence conjugale n'est pas nécessairement limitée à une violence de nature physique, mais ça peut être aussi une violence qui prend forme d'insultes, donc de violence verbale. Ça peut être une violence de type psychologique, en faisant du chantage, par exemple. Ça peut être une violence de type sexuel ou encore économique, où un parent, un conjoint refuserait de payer sa juste part pour les dépenses du ménage, par exemple. Donc, la violence conjugale, c'est beaucoup plus vaste qu'une violence de type physique. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on est dans une telle situation de violence physique? Eh bien, si c'est nécessaire, c'est important de quitter les lieux, hein, si c'est sécuritaire, si c'est sûr de faire une telle chose, et d'appeler 911 pour obtenir de l'aide. Il faut aussi songer à se loger, donc contacter parents, amis ou encore les différents refuges dans les villes qui sont disponibles pour les victimes de violences conjugales. Et c'est une loi en Alberta qui s'appelle la loi sur la protection contre la violence familiale qui vient gouverner, gérer toutes les situations de violence conjugale. Et un des outils privilégiés, un des principaux outils dans une telle situation de violence conjugale, c'est l'obtention d'une ordonnance de protection d'urgence, ou comme je mentionnais précédemment, un Emergency Protection Order, un EPO. Alors, qu'est-ce qu'une ordonnance de protection d'urgence? Eh bien, il s'agit essentiellement de retirer l'autre conjoint du domicile et empêcher son retour. Alors, c'est une demande qu'on peut faire auprès de la Cour provinciale, ici en Alberta, sans qu'on ait besoin de notifier l'autre conjoint, l'autre partie. Cependant, un juge devra examiner dans les 9 jours ouvrables toute OPE, toute ordonnance de protection d'urgence. Et suite à cet examen, le juge pourra déterminer s'il veut continuer cette ordonnance, et généralement, ça peut aller jusqu'à 90 jours, ou si le juge estime qu'il n'y a pas de raison valable pour qu'il y ait une OPE, et donc peut cesser cette OPE. Il peut également en modifier les modalités. C'est aussi important de savoir qu'une OPE n'est pas utilisée pour régler des litiges autres que ceux de la violence conjugale. Donc, on ne peut pas
utiliser une OPE pour régler des litiges immobiliers, de parentaux ou de garde de l'enfant. Et ces OPE sont souvent prononcées le jour même. Et c'est important aussi de savoir que si l'autre partie désobéit à l'ordonnance, ne respecte pas les modalités, donc par exemple, retourne à la maison au domicile familial, donc cet autre, ce conjoint peut risquer l'emprisonnement, peut être arrêté par la police. Un autre outil important dans une situation de violence conjugale ou de conflit, c'est ce qu'on appelle le Exclusive Home Possession Order, qui est une ordonnance qui permet à l'un des conjoints d'avoir la possession exclusive du domicile familial et de certains biens. Donc, par exemple, la voiture, certains meubles. Et c'est aussi important de savoir que cette ordonnance est de nature temporaire, donc la durée dépendra de chaque situation. Et le tribunal, avant d'émettre une telle ordonnance, va considérer un nombre de facteurs. Par exemple, la situation financière des conjoints, le besoin des enfants, les options de logement pour l'autre conjoint qui doit quitter la maison. Maintenant, je voudrais parler un peu du mariage et de la relation adulte interdépendante. Alors, pour les couples mariés, c'est la loi sur le divorce, donc qui est une loi fédérale qui s'applique. Alors, cette loi sur le divorce, elle s'applique également aux mariages qui sont célébrés à l'étranger, donc pas uniquement aux mariages qui ont eu lieu ici au Canada. C'est également la loi sur le divorce qui va déterminer les questions relatives à la garde des enfants, ainsi que les pensions alimentaires pour les enfants et les époux. Par contre, pour ce qui est du partage des biens matrimoniaux, c'est une loi provinciale qui s'applique, c'est la Family Property Act. Donc, pour ce qui est de la relation adulte interdépendante, ou ce qu'on appelle communément les conjoints de fait, c'est la Adult Interdependent Relationships Act, donc qui est également une loi provinciale qui s'applique. Et en vertu de cette loi, on est considéré comme conjoint de fait si on se retrouve dans l'une des trois situations suivantes. Soit on a cohabité avec notre conjoint pendant au moins 3 ans, ou on est dans une relation stable et il y a au moins un enfant issu de cette relation, où les parents ou les conjoints ont un enfant. Et enfin, les deux adultes ont un accord qui reconnaît leur relation. Donc, si on est dans un de ces trois scénarios, on est considéré en vertu de la loi provinciale comme étant conjoint de fait ou adulte interdépendant. Donc, quelle loi s'applique pour ces conjoints de fait, pour ces adultes interdépendants? Comme je le disais, il y a le Adult Interdependent Relationships Act qui reconnaît les relations ainsi que la fin de ces mêmes relations. Par contre, quand il s'agit de régler des questions relatives à la garde des enfants ou des pensions alimentaires, soit pour les enfants ou les conjoints, c'est le Family Law Act qui s'appliquera, une loi provinciale. Et le partage des biens, lui, est déterminé, tout comme pour les gens, les couples mariés, par le Family Property Act. Maintenant, je voudrais aborder les situations de séparation et de divorce. Alors, dans quel contexte considère-t-on qu'il y a séparation?
Eh bien, la manière la plus évidente d'être séparé, c'est de vivre séparément, c'est-à-dire d'être dans des lieux distincts, d'être physiquement dans une maison ou un appartement qui est différent de celui de notre conjoint. Donc, de vivre dans des lieux séparés. C'est également lorsque des conjoints interdépendants, des conjoints de fait, décident eux-mêmes de mettre fin à leur relation, notamment par écrit, en signant une entente qui reconnaît, qui stipule la fin de leur relation. Mais on peut aussi être considéré comme étant séparé, même si on vit sous le même toit que notre conjoint. La seule condition, c'est que les conjoints ne se comportent pas comme tels, c'est-à-dire qu'ils aient cessé de vivre et de faire vie commune. Donc, par exemple, ils ne partagent plus le même lit conjugal, ils ne partagent plus les repas, ils ne partagent plus les mêmes activités. Donc, ils ont des vies séparées, même s'ils vivent encore à la même adresse. Donc, il s'agit tout simplement pour les conjoints de subjectivement, de faire un tel choix, de cesser la vie commune. Donc, tout au long de ce webinaire, de cette présentation, vous allez m'entendre vous exhorter, vous encourager à toujours trouver un terrain d'entente avec l'autre conjoint, de toujours essayer de conclure une entente, tout simplement parce que c'est plus simple, c'est plus rapide, c'est moins coûteux, c'est moins stressant. Et c'est vrai pour les ententes de séparation. Donc, tout couple qui se sépare est vraiment tout intérêt à conclure une entente de séparation. Alors, ces ententes de séparation, ce sera des documents écrits qui vont déterminer les conditions de séparation. Donc, par exemple, si vous avez des enfants, qui vont déterminer les modalités de garde, qui vont déterminer également les pensions alimentaires, que ce soit des pensions alimentaires pour les enfants ou pour un des époux. L'entente pourra également déterminer le partage des biens acquis au Canada, les dettes. Mais c'est important de savoir que cette entente de séparation n'aura une valeur juridique que si un avocat a validé son contenu. Donc, c'est très important qu'un avocat examine votre entente avant qu'elle ait une quelconque valeur. Divorce est, comme je le disais tout à l'heure, est une situation qui est gouvernée par une loi fédérale, donc la loi sur le divorce, donc qui s'applique uniquement aux époux, qui ne s'applique pas aux conjoints de fait. Et en vertu de la loi sur le divorce, il y a 3 motifs d'échec. Le plus commun, c'est d'être séparé. Donc, comme on discutait tout à l'heure, il y a différentes manières d'être considéré comme étant séparé, même si on vit sous le même toit. Et donc, d'être séparé pendant au moins 1 an. On peut également faire une demande en divorce s'il y a eu adultère ou enfin s'il y a eu cruauté physique ou mentale. Donc, où doit-on présenter notre demande de divorce? Alors, si le couple a des enfants, c'est généralement dans le lieu de résidence des enfants. Par contre, pour les couples qui n'ont pas d'enfants, ça peut être dans le lieu de résidence de l'un des époux. Quant à la réconciliation, elle permet à un couple d'annuler la demande de divorce à tout moment.
Par contre, si cette réconciliation est d'une durée de 90 jours ou moins, la procédure de divorce va se poursuivre. Donc, comment on calcule ce délai, cette période de 90 jours? Eh bien, on va calculer le nombre de jours où le couple a été réconcilié. Et ça peut être en plus d'une période. Ça peut être en autant de périodes que l'on veut, mais jusqu'à 90 jours. Et donc, si c'est moins de 90 jours, les parties peuvent continuer le processus de demande en divorce. Par contre, si le couple marié a été réconcilié pendant plus de 90 jours, il va falloir reprendre pour notre délai d'un an de séparation, notre calcul à partir du dernier jour de réconciliation. Donc, par exemple, si monsieur et madame étaient mariés et depuis 2 ans et se séparent au 1er janvier, et qu'entre le 1er janvier et le 1er mai, ils se sont réconciliés à plusieurs reprises pour un total de 95 jours, eh bien, on doit reprendre notre calcul à partir du dernier jour de réconciliation, donc dans notre exemple, à partir du 1er mai. Et donc, il faudra qu'il y ait au moins un an à partir du 1er mai 2020, par exemple, jusqu'au 30, 31, 30, je ne sais pas, je ne sais pas combien de jours il y a en avril, 2021. Donc, il faudra au moins un an recommencer notre calcul à partir du 1er mai. Une autre chose à retenir lorsque on fait une procédure de divorce, c'est que l'autre partie doit répondre à la demande en divorce. Donc, il est très fréquent que la demande soit conjointe, que les deux conjoints s'entendent pour faire une demande ensemble, mais dans bien des cas, c'est une des parties qui a pris l'initiative de faire la demande en divorce. Et donc, l'autre conjoint a l'obligation de répondre à temps. Donc, il doit respecter un délai qui est de 20 jours si on est dans la même province. Donc, dans notre cas ici, en Alberta, si les deux conjoints vivent dans la province, eh bien, ils ont 20 jours. L'autre conjoint a 20 jours pour répondre. Mais si l'autre conjoint se retrouve, par exemple, au Nouveau-Brunswick ou au Manitoba, il aura 30 jours pour répondre à la demande de divorce faite par son conjoint qui vit ici en Alberta. Et si nous vivons hors du Canada, on aura 60 jours pour répondre. Donc, c'est très important d'être conscient de ces différents délais de réponse. Et c'est d'autant plus important parce que si on ne répond pas à temps, la Cour pourrait ne pas tenir compte de notre position et ne considérer que la position de l'époux qui a fait la demande. Alors, comme je disais précédemment, tout comme pour la séparation, il est souhaitable d'avoir une entente lorsqu'on divorce. Généralement, lorsque ce sont les deux époux qui font une demande conjointe, on peut présenter une entente. Ceci étant dit, ce n'est pas exclu que si ce n'est qu'un des époux qui fait la demande de divorce, qu'on ne puisse pas avoir également une entente, mais généralement, c'est plus compliqué et ça peut être plus difficile de convaincre l'autre de conclure une entente. Mais c'est possible. Si on a une entente de séparation qui
préexiste, donc qui a été adopté avant les procédures de divorce, très souvent, on pourrait utiliser cette même entente de séparation pour déterminer là, les modalités de divorce. Et tout comme l'entente dans le cadre d'une séparation, cette entente doit être validée par un avocat pour avoir force juridique. Si on n'a pas d'entente ou si on est incapable de s'entendre, on devra malheureusement comparaître devant les tribunaux. Et c'est à ce moment-là qu'on met un peu là, notre sort entre les mains d'un juge, car c'est lui qui décidera de tous les aspects du divorce, que ce soit financière ou de garde des enfants, par exemple. Donc, d'avoir une entente lorsqu'on divorce a de nombreux avantages. Ça permet aux époux de contrôler le contenu, les modalités de leur divorce. Ça évite d'avoir à comparaître devant la cour. Et si on a des enfants, c'est bien entendu beaucoup, beaucoup moins traumatisant pour eux. C'est bien sûr beaucoup plus rapide et du coup beaucoup moins cher. Une fois qu'on a obtenu un divorce, un divorce sans entente, comme je disais, ce sera donc le juge qui déterminera différentes questions. Mais c'est aussi vrai si on a une entente, mais qu'elle n'est pas équitable. Donc, il sera toujours possible aux tribunaux de modifier une entente, même si les deux parties ont signé cette entente. Et donc, dans tous les cas, qu'il y ait entente ou qu'elle soit inéquitable, le juge va se prononcer sur des différentes questions relatives au divorce, que ce soit la garde des enfants, les droits de visite, les pensions alimentaires, donc des pensions alimentaires pour les époux et les enfants, ainsi que le partage des biens matrimoniaux. Donc, une fois qu'on a obtenu un divorce, les tribunaux vont émettre un certificat de divorce, ainsi qu'un certain nombre d'ordonnances qui devront être respectées. Donc, des ordonnances, comme je le disais, qui sont relatives aux différentes modalités, tout comme dans une entente, que ce soit pour des questions de garde ou des questions financières. Il est aussi important de savoir que la Cour interviendra si une des parties ne respecte pas une des ordonnances. Maintenant, je voudrais parler de la mise à fin d'une relation d'interdépendance ou d'une union de fait. Alors, selon la loi albertaine, une telle relation est terminée dans une de ces 4 situations. Donc, si les conjoints de fait sont séparés pendant au moins 1 an, ou si les conjoints de fait ont mis fin à leur relation en signant une entente, ou si ces mêmes 2 conjoints de fait se sont mariés ensemble. Et enfin, il y a une 4e situation, c'est lorsque l'un des conjoints de fait marie ou conclut une entente avec un autre partenaire interdépendant, avec une autre personne. Donc, dans ces 4 situations, eh bien, on estime que l'union de fait, la relation d'interdépendance est terminée. Donc, tout comme dans le cas d'un divorce, il est toujours souhaitable d'avoir une entente parce que c'est, encore une fois, les parties qui pourront déterminer et décider des termes de la fin de leur relation. Et encore une fois, il faudra qu'un avocat valide cette entente pour qu'elle ait une valeur juridique.
Mais par contre, il est toujours possible d'aller devant les tribunaux s'il y a mésentente. Et dans ce cas-là, ce sera les tribunaux qui vont déterminer là, les différents aspects, les différentes modalités de la fin de la relation, tout comme dans le cas d'un divorce. Maintenant, je voudrais aborder avec vous les ententes parentales. Alors, qu'est-ce qu'on entend par entente parentale et quelle loi s'applique dans ce cas-là? Donc, lorsque les parents sont en instance de divorce ou lorsque les parents sont déjà divorcés, c'est la loi fédérale qui s'applique, donc la loi sur le divorce. Et dans tous les autres cas, y compris des parents mariés qui sont séparés, mais qui ne sont pas en instance de divorce, ce sera le Family Law Act, donc la loi albertaine, la loi provinciale, qui s'appliquera. Donc, qu'est-ce qu'on entend par entente parentale? Alors, une entente parentale, c'est tout simplement un ensemble de mesures, des mesures écrites qui sont prises par les parents pour le bien-être de leurs enfants, soit après une séparation ou un divorce. Donc, une entente parentale est très importante parce que c'est elle qui permettra de régler toutes les questions relatives à la garde des enfants et les droits de visite. Alors, qu'est-ce qu'on entend par garde des enfants? Alors, la garde des enfants, c'est le droit légal d'un parent de prendre des décisions concernant le bien-être de son enfant. Alors, suite à une séparation, les parents doivent conclure une entente de garde et de droit de visite, parce qu'on se rappelle que généralement, il faut être séparé pendant au moins 1 an avant de pouvoir entamer les procédures de divorce. Donc, il faut continuer à s'occuper de ses enfants pendant cette période-là. On n'y échappe pas. Et donc, une telle entente de garde et de droit de visite relative à la garde des enfants va nous permettre, avec l'autre parent, de régler là, des questions fondamentales comme l'éducation, les activités parascolaires, des questions d'ordre religieux ou spirituel, le lieu de résidence, des soins de santé, donc les questions là, relatives au quotidien de l'enfant. Alors, qui peut obtenir la garde de l'enfant? Eh bien, généralement, c'est un des parents ou les 2 parents de manière conjointe, les 2 parents à la fois. Dans certains cas, ça peut être des grands-parents, des tantes, des oncles. Et dans certains cas où il y a eu de l'agressivité ou une violence commise à l'égard des enfants, les services de protection de la jeunesse peuvent jouer un rôle également. Alors, quels sont les types de garde? Alors, il y a ce qu'on appelle la garde partagée. C'est lorsqu'un enfant vit de 40 à 60% de son temps avec chacun des parents. Enfin, il y a la garde principale. C'est lorsqu'il y a uniquement un parent qui a la garde d'un enfant pendant plus de 60% du temps. Et le temps est calculé sur une base annuelle. Alors, dans quelles circonstances on considère que la garde partagée est appropriée? Eh bien, c'est lorsque ça permet à l'enfant d'avoir une certaine stabilité. Ça permet aussi de mieux répondre aux intérêts de l'enfant. Mais c'est aussi nécessaire que les 2 parents en aient la compétence et qu'ils soient capables de collaborer pour exercer cette garde partagée. Et un des éléments fondamentaux, c'est qu'il y ait une communication suffisante entre les parents.
Également, c'est peut-être possible qu'uniquement si les parents vivent à proximité pour éviter à l'enfant d'avoir à parcourir là, de trop grandes distances. Je vais maintenant parler de l'autorité parentale. Qu'est-ce qu'on entend par l'autorité parentale? Alors, c'est le droit que le parent qui n'a pas la garde, donc par exemple, un parent qui ne serait pas en garde partagée, c'est le droit qu'il a de consulter, d'être consulté pour toute décision importante relative à l'enfant. Donc, des exemples auxquels on pourrait penser, ce serait le choix d'une école, des pratiques religieuses, des soins de santé, des traitements médicaux. Ça pourrait être également des activités, des loisirs de longue durée ou encore des voyages à l'extérieur du Canada. Ce parent non gardien a aussi d'autres droits. Donc, certains de ces droits incluent, par exemple, le droit de consulter les bulletins scolaires, le droit d'assister aux rencontres parents-enseignants, le droit d'obtenir des renseignements sur les soins médicaux qui ont été pronostiqués à l'enfant. Donc, une foule de droits d'information très souvent pour ce parent qui est non gardien. Le parent non gardien a également un droit de visite. Donc, le droit de visite, c'est essentiellement les contacts à ce parent avec son enfant ou ses enfants. Donc, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être des appels téléphoniques, ça peut être des visites de quelques heures, ça peut être des sorties chez ce parent avec ou sans coucher, ça peut être des périodes de vacances. Donc, ça peut prendre différentes formes. Donc, les parents peuvent s'entendre sur toutes ces questions et donc conclure une entente parentale. Mais bon, parfois, ce n'est pas toujours possible de s'entendre avec l'autre parent. Et donc, lorsqu'il y a désaccord, il est souhaitable alors de faire appel à un avocat, notamment à travers l'aide juridique. Et on parlera de ça à la fin là, du webinaire. Et ce sera le travail des avocats, en quelque sorte, de trouver un terrain d'entente entre les parents pour traiter de ces différentes questions des droits de garde. Mais si malheureusement les avocats ne réussissent pas à s'entendre, il sera possible d'aller devant les tribunaux et c'est eux qui prendront les décisions pour les gardes d'enfants en termes de droit de visite et activités que l'enfant pourra ou ne pourra pas faire, etc. Je vais maintenant aborder la sécurité de l'enfant. Donc, si l'un des parents met la sécurité de l'enfant en danger, il est toujours possible pour l'autre parent de demander l'intervention des tribunaux. Par exemple, ce parent pourrait faire une demande pour limiter le droit de visite ou imposer des visites qui sont surveillées. Ça pourrait même aller jusqu'à retirer le droit de visite pour une certaine période ou toute mesure que les tribunaux considéreront appropriée dans les circonstances. Dans certains cas, les services de protection de la jeunesse devront évaluer les risques pour la sécurité de l'enfant. Et les tribunaux pourraient refuser la garde ou un droit de visite s'ils considèrent qu'il y a un risque pour la sécurité de l'enfant. Alors, quels sont les facteurs dont les tribunaux tiendront compte? Alors, les facteurs décisifs sont les facteurs qui sont autour de l'intérêt de l'enfant. Donc, les tribunaux ne sont pas intéressés à considérer, à examiner les désirs des parents.
Les tribunaux ne vont pas considérer les désirs des parents, mais uniquement l'intérêt de l'enfant. Donc, l'intérêt de l'enfant, ce sont ses besoins physiques, émotifs, affectifs, psychologiques. Et c'est également la relation que peut avoir cet enfant et ses parents. Les tribunaux pourront aussi également tenir compte de l'âge et de la maturité de l'enfant. Enfin, selon l'âge de l'enfant, les tribunaux pourraient également considérer la volonté de l'enfant. Alors maintenant, je vais discuter un peu des pouvoirs de l'enfant. Donc, il est toujours possible pour un enfant d'agir comme témoin ou donner son avis sur ce qui le concerne. Le juge pourrait considérer l'opinion de l'enfant s'il a 12 ans et plus. Donc, bien entendu, plus l'enfant est âgé, plus il est mature, plus il est probable que le juge va tenir compte de cette opinion. Mais le juge n'est pas tenu à respecter l'opinion. Il n'a qu'à en tenir compte et c'est très subjectif comme examen. Enfin, l'intérêt de l'enfant parfois va exiger qu'un avocat le représentera et donc le tribunal, un juge, pourrait demander à ce qu'un avocat représente l'enfant. Je vais maintenant aborder la demande d'ordonnance modificative. Donc, une telle demande a lieu lorsqu'il y a déjà une entente ou une ordonnance existante et qui régit les modalités de la garde de l'enfant. C'est possible pour un des parents de faire une telle demande d'ordonnance modificative de l'ordonnance de garde de l'enfant. Mais pour ce faire, on doit démontrer, donc la personne, le parent qui veut faire une telle demande, doit démontrer qu'il y a eu un changement de situation qui était imprévu et qui est suffisamment important. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Donc, le changement de la situation ne pouvait pas être prévisible lorsque l'entente parentale a été signée ou lorsque l'ordonnance a été émise. Et ça doit être un changement qui est suffisamment important pour que ça rende nécessaire la modification des modalités de la garde. Ça ne peut pas juste être un événement anodin, ça doit être un événement qui a un impact considérable sur la condition de l'enfant. Et le changement, généralement, doit concerner les besoins et la situation de l'enfant, mais également la capacité des parents à s'occuper de l'enfant. Donc, des exemples de situations qui pourraient justifier une telle demande d'ordonnance modificative, ce serait si un des parents déménage à l'étranger, ou encore si la santé d'un des parents s'est tellement détériorée que ce parent n'est plus en mesure de s'occuper de l'enfant. Un cas aussi très fréquent, c'est lorsqu'un des parents prend toutes sortes de mesures, fait tout pour empêcher que l'autre parent ait des contacts avec l'enfant. Mais ça peut être également lorsqu'un enfant désire d'aller vivre avec un des parents ou passer plus de temps avec lui. Donc ça, ce sont des exemples de situations où les tribunaux pourraient considérer de modifier, par exemple, une ordonnance existante. Il faut se rappeler que ces décisions seront toujours prises dans l'intérêt de l'enfant, uniquement. Il ne s'agit pas d'accommoder les parents, leurs désirs et leurs contraintes, mais uniquement si c'est dans le meilleur intérêt de l'enfant.
Et ces demandes d'ordonnance modificatives doivent être généralement introduites dans le lieu de résidence de l'enfant. Donc maintenant, je voudrais aborder la pension alimentaire au profit des enfants. Alors, quelle loi s'applique dans une telle situation? Alors, encore une fois, si les parents sont divorcés ou en instance de divorce, ce sera la loi sur le divorce. Alors que dans tous les autres cas, y compris donc les parents qui sont mariés, mais uniquement séparés, donc pas en instance de divorce, ce sera le Family Law Act de l'Alberta. Donc, jusqu'à quel âge doit-on subvenir aux besoins matériels de l'enfant? Eh bien, un parent a l'obligation de le faire jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de la majorité, pardon, peut-être pas de la maturité, mais de la majorité, c'est-à-dire à l'âge de 18 ans. Par contre, le tribunal pourrait exiger qu'un parent verse une pension alimentaire à un enfant adulte dans 2 cas. Lorsque cet enfant n'est pas en mesure d'être indépendant en raison d'une maladie, d'une invalidité ou toute autre raison. Ou si cet enfant adulte est étudiant au collège ou à l'université. Je vais maintenant parler de ces montants de la pension alimentaire pour les enfants. Donc, il y a 3 composantes. La première composante, c'est le montant de base. Une deuxième composante, c'est les dépenses spéciales. Et enfin, troisièmement, les dépenses extraordinaires. Donc, on va débuter avec le montant de base. Alors, il est toujours possible, comme à peu près tout en droit de la famille, pour les parents de s'entendre. Et donc, ils peuvent s'entendre sur le montant de la pension alimentaire. Mais à condition, comme toute entente, que ce soit équitable. Donc, le montant soit équitable en fonction des moyens, des revenus du parent payeur et des besoins de l'enfant. Il existe également des lignes directrices relatives aux pensions alimentaires pour enfants. Donc, finalement, c'est un système de calcul qui ont été établis par les différents gouvernements au Canada, donc le gouvernement fédéral et les gouvernements des 10 provinces. Alors, qu'est-ce que c'est que ces lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants? Alors, elles établissent un calcul juste, équitable et objectif du montant de base. Et ces lignes directrices tiennent compte d'un certain nombre de facteurs, dont les principaux sont le lieu de résidence, la province de résidence. Ces lignes directrices tiennent compte également des revenus et enfin du nombre d'enfants. Il est tout à fait possible pour les parents de faire ce calcul sans l'aide d'un juge. Toutefois, si les parents ne réussissent pas à s'entendre ou si l'entente est considérée comme étant inéquitable, la Cour interviendra et elle fixera généralement le montant du montant de base en fonction des lignes directrices fédérales ou provinciales selon la situation. Il est également possible de modifier ces montants de base dans certains cas. Donc, par exemple, lorsque le revenu du parent débiteur, donc celui qui doit payer, le parent payeur, excède, lorsque ses revenus excèdent 150 000 $ par année. Donc, pour notre montant de base, quelle ligne s'applique? Est-ce que c'est les lignes fédérales ou les lignes provinciales?
Eh bien, en résumé, si les parents sont divorcés ou s'ils sont en instance de divorce, ce sera les lignes fédérales qui vont s'appliquer. Alors que dans tous les autres cas, donc qu'il s'agisse de conjoints de fait ou de parents qui sont mariés et séparés mais pas divorcés, ou encore des parents qui ne sont ni mariés ou ni conjoints de fait, ce seront les lignes directrices provinciales qui vont s'appliquer. Je vais maintenant discuter un peu du revenu annuel et comment on détermine ce revenu annuel. Alors, généralement, ce sera la déclaration de revenus, la ligne 150 de cette déclaration de revenus, qui déterminera le montant du revenu annuel du parent payeur et du parent créditeur, donc des deux parents. Les avis de cotisation et les nouvelles cotisations de l'Agence du revenu du Canada peuvent également être utilisés pour déterminer ce revenu annuel. Et généralement, on va regarder les revenus au cours des 3 dernières années d'imposition. Alors, quel type de preuve a-t-on besoin pour aider à déterminer ce revenu annuel? Eh bien, un certain nombre de preuves peuvent être utilisées, notamment le dernier relevé de gain d'emploi, une lettre d'un employeur, les états financiers de l'entreprise, s'il s'agit d'un entrepreneur ou d'un travailleur autonome, les relevés d'assurance emploi ou enfin les relevés de régime d'indemnisation des accidents du travail. Je vais maintenant aborder le deuxième type de montant, donc ce qu'on appelle les dépenses spéciales. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les dépenses spéciales? Alors, ce sont des dépenses qui sont nécessaires compte tenu du meilleur intérêt de l'enfant, mais ce sont également des dépenses qui sont raisonnables compte tenu des ressources des parents, mais également des dépenses avant que les parents se séparent. Et encore une fois, c'est toujours possible pour les parents de s'entendre sur le partage de ces dépenses spéciales. Et donc du montant qu'on devrait ajouter au montant de base. Donc, quelques exemples de dépenses spéciales, ce serait des frais de garde, des frais dentaires ou des frais de santé non assurés comme des médicaments, l'orthodontie. Ça pourrait être des dépenses liées aux études ou aux activités parascolaires. Par contre, les frais de voyage pour des vacances, des réunions familiales, ne sont pas considérés comme étant des dépenses spéciales. Je vais maintenant aborder le troisième type de montant, donc les dépenses extraordinaires. Donc, qu'est-ce qu'on entend par dépenses extraordinaires? C'est une dépense que le parent qui reçoit la pension alimentaire, donc le parent créancier, si on veut, n'est pas en mesure d'assumer de manière raisonnable. Alors, comment on détermine si c'est le cas? Eh bien, on va regarder le revenu de ce parent qui reçoit la pension alimentaire. Quels sont ses revenus, en incluant notamment la pension alimentaire qu'il reçoit du parent débiteur. La nature et le nombre d'activités parascolaires, les besoins, les talents particuliers de l'enfant, ou encore le coût global de tous les programmes et des activités de l'enfant. Donc, c'est ce qui nous permet de déterminer les dépenses extraordinaires et si donc ce parent qui reçoit la pension alimentaire devrait recevoir un montant supplémentaire au-delà du montant de base ou des dépenses spéciales.
Par contre, le parent débiteur, donc celui qui doit payer, pourrait évoquer une difficulté excessive. Donc, qu'est-ce qu'on entend par difficulté excessive? Quels sont les exemples de ça? C'est lorsque il y a une difficulté chez ce parent de subvenir aux besoins de l'enfant, ou ce parent payeur a des frais liés à l'exercice du droit de visite qui sont très élevés, qui doit prendre l'avion, par exemple, qui doit se déplacer, ou si ce parent a des dettes qui sont liées aux besoins de la famille avant la séparation ou pour gagner un revenu, ou si ce parent payeur a une obligation légale de subvenir aux besoins d'une autre personne. Donc, dans ces cas, le parent payeur pourrait demander une modification du montant de base et du montant total qu'il doit verser au parent qui reçoit la pension alimentaire. Par contre, ce parent payeur, pour convaincre les tribunaux qu'il y a une difficulté excessive qui nécessite un changement au montant de la pension alimentaire, il devra démontrer que son niveau de vie n'est pas supérieur, n'est pas plus élevé que le niveau de vie que celui du parent qui reçoit la pension alimentaire. Et les tribunaux vont également prendre en compte le revenu du nouveau conjoint, si c'est le cas, dans ce calcul du niveau de vie. Donc, maintenant, je voudrais passer à la partie de ce webinaire qui est relatif à la pension alimentaire au profit d'un conjoint. Alors, encore là, si les époux sont divorcés ou en instance de divorce, c'est la loi fédérale sur le divorce, la loi sur le divorce qui s'applique, alors que ce sera le Family Law Act qui s'applique pour tous les autres époux, que ce soit des conjoints de fait ou des époux séparés qui ne sont pas en instance de divorce. Alors, on a peut-être droit à une pension alimentaire à titre de conjoint si on est marié ou si on était dans une relation interdépendante et qu'on peut démontrer qu'on a droit à une telle pension alimentaire. Ce sera le conjoint dont le revenu est le plus élevé qui va verser cette pension alimentaire à l'autre. Et il est important aussi de savoir que ça peut prendre différentes formes, cette pension alimentaire au profit d'un conjoint. Ça pourrait être une pension à durée déterminée pour un certain nombre de mois ou d'années. Ça pourrait être une durée indéterminée ou encore, ça pourrait être un montant forfaitaire. Donc, une somme d'argent payée une seule fois. Alors, quels sont les objectifs de la pension alimentaire au profit d'un conjoint? Alors, la pension alimentaire, elle est accordée pour différentes raisons. Elle peut être accordée pour des raisons de compensation pour des décisions financières qui ont été prises durant la relation. Par exemple, une mère qui serait restée au foyer et donc qui n'aurait pas pu travailler à temps plein, qui n'aurait pas pu acquérir de l'expérience, qui aurait ensuite donné la chance de gagner un salaire plus important et de progresser dans sa carrière. Mais ça peut être aussi
accordée pour subvenir aux besoins de l'un des conjoints suite au divorce ou à la séparation. Donc, par exemple, un père qui aurait perdu son emploi après le divorce ou la séparation et qui n'est pas en mesure de se retrouver de l'emploi. Et ça peut être unique. Ça peut être également suite à une entente entre les conjoints, par exemple, dans le cas d'un contrat de mariage, où les époux se seraient entendus sur le versement d'une pension alimentaire au profit d'un des conjoints. Je vais maintenant discuter brièvement du Maintenance Enforcement Program, MEP, qui est un programme en Alberta, mais qu'on retrouve à peu près partout au Canada, et qui permet le recouvrement des pensions alimentaires pour les enfants, les époux et les conjoints de fait, lorsque une telle pension alimentaire a été ordonnée par un tribunal. Alors, il est nécessaire qu'une seule partie s'inscrive à ce programme. Et donc, ce programme est responsable pour récupérer les versements des pensions alimentaires au profit soit des enfants ou soit d'un époux. Et le parent ou l'époux payeur, s'il ne respecte pas ce MEP, s'il ne fait pas ses paiements comme prévu, pourrait se voir refuser le renouvellement d'un passeport ou d'un permis de conduire ou la suspension pure et simple du permis de conduire ou de son passeport, s'il en a déjà un. Et c'est également important de savoir qu'il y a une réciprocité partout au Canada et dans de nombreux pays. Donc, si le parent payeur vit dans une autre province canadienne, donc si le parent qui est en droit d'obtenir une pension alimentaire pour les enfants vit en Alberta et que le parent payeur vit, lui, au Manitoba, eh bien, les accords de réciprocité permettent à ce parent albertain de demander à ce que le parent au Manitoba respecte l'ordonnance du tribunal et le versement de la pension alimentaire. Et c'est également le cas dans de nombreux pays à travers le monde. Je vais maintenant parler du partage des biens brièvement. Alors, il y a une loi qui s'appelle le Family Property Act et elle s'applique tant aux parents qui étaient mariés, aux couples mariés, qu'aux couples interdépendants, aux couples qui sont des anciens conjoints de fait. Donc, c'est la même loi. Et cette loi, elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Donc, le Family Property Act, on a 2 ans pour faire une demande en vertu de cette loi pour obtenir un partage des biens matrimoniaux. Cependant, il est toujours possible, encore une fois, pour les conjoints de fait ou les couples mariés de rédiger une entente qui leur permettrait de déroger à la loi. Mais à défaut d'une telle entente, ce sera le Family Property Act qui s'appliquera. C'est important aussi de savoir que toutes les ententes qui existaient avant l'entrée en vigueur au 1er janvier demeurent valides. Alors, tout comme les questions de garde d'enfants ou de pension alimentaire, les couples peuvent s'entendre sur le partage des biens, comme je le disais. Et si
les deux adultes mariés ne réussissent pas à s'entendre, il y a toujours une possibilité durant la procédure de divorce de conclure un partage des biens matrimoniaux. Donc, c'est quelque chose qui peut être obtenu autant avant que pendant la procédure de divorce pour les couples mariés. Par contre, comme dans tous les cas, si les conjoints de fait ou les époux ne réussissent pas à s'entendre, ce sera une fois de plus le tribunal qui tranchera ces questions. Alors, en vertu de cette loi du Family Property Act, il y a 3 types de biens. Donc, le premier type, c'est des biens qui sont partagés à part égale entre les époux ou les conjoints de fait. Il y a une seconde catégorie, une deuxième catégorie, les biens exemptés, donc qui font l'objet d'aucun partage. Et enfin, une troisième catégorie qui, elle, donne droit à un partage équitable, mais selon les circonstances. Et on en discutera un peu plus en détail pour connaître un peu mieux quelles sont ces circonstances. Mais ce qui est important de retenir, c'est que ce partage des biens implique toujours des calculs complexes. Donc, c'est toujours souhaitable, encore une fois, là, de consulter un avocat avant d'accepter toute entente, de manière à s'assurer que nos droits sont bien protégés. Alors, ces biens qu'on partage à parts égales, c'est généralement des biens de type comme la résidence familiale, les véhicules de la famille, les retraites des époux ou des conjoints de fait, bien qu'il y ait un certain nombre d'exceptions, ou encore des investissements qui auraient été faits durant la période là, de cohabitation. La deuxième catégorie, donc, celle des biens exemptés. Alors, elle comprend, par exemple, des héritages qu'on aurait obtenus, des biens qu'on aurait possédés avant la relation, une maison, par exemple, ou des cadeaux tiers, ou encore des montants qu'on aurait reçus suite à un jugement ou une assurance pour dommages. La troisième catégorie, donc celle qui mérite un partage équitable en vertu là, des circonstances et de certains critères. Donc, on pourrait penser pour cette troisième catégorie à la plus-value des biens exemptés, donc des biens là, de cette deuxième catégorie, des revenus qu'on tirerait de ces biens exemptés, des biens acquis après une séparation, ou encore des cadeaux qu'un conjoint aurait fait à l'autre conjoint. Et donc, pour cette troisième catégorie, les tribunaux, lorsqu'il s'agit de faire un partage équitable entre les conjoints, vont examiner un certain nombre de critères. Par exemple, la contribution de chacun des conjoints durant la période de cohabitation, la durée de la relation ou du mariage, la capacité financière de chacun des époux ou des conjoints de fait. Les tribunaux vont regarder également s'il y a eu dissipation. Donc, est-ce qu'il y a un des époux qui s'est empressé de vendre certains biens, comme la maison familiale ou des véhicules, avant même qu'il y ait eu partage des biens?
Ou est-ce qu'il y a encore des ententes ou des jugements qui existent et qui donc déterminent ce partage des biens? Donc, tout ça, ce sont des critères dont tiendront compte les tribunaux pour cette troisième catégorie de biens. Donc, finalement, et pour conclure ce webinaire, je voudrais brièvement discuter ou partager avec vous de la possibilité d'obtenir de l'aide juridique pour les questions de droit de la famille. Alors, vous pourriez avoir droit à de l'aide juridique. Et donc, ça dépendra d'un certain nombre de facteurs, mais notamment, plus particulièrement, votre revenu et le nombre de membres dans la famille. Et comme je le disais, l'aide juridique est offerte pour des questions en droit de la famille. Alors, si vous voulez savoir si vous êtes admissible ou en connaître plus sur l'aide juridique, vous pouvez toujours consulter leur site web qui est indiqué là, sur cette diapo, legalaid.ab.ca, ou encore téléphoner. Et là, bien entendu, ce n'est pas possible en ce moment en raison du COVID, mais vous pouvez également, quand les choses deviendront un peu plus normales, aller en personne au palais de justice, soit à Calgary ou soit ici à Edmonton. Donc, je vous remercie encore une fois de vous être inscrit et d'avoir participé à ce webinaire et merci grandement de votre écoute. Bonne journée.